Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Android Leaks. Voici la suite tant attendue de notre conversation avec Fabien DeVos. Et sans plus attendre, vous allez enfin savoir ce qu'il se passe avec le life cycle. Tan tan tan. Le cœur du sujet, comme on l'a dit, c'était justement le life cycle. Et donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, Fabien, je te propose de nous parler un petit peu du life cycle. Voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi ça existe, ce genre de choses. Alors, le cycle de vie, c'est très intéressant. C'est le point de contact, pour moi c'est comme ça que je le vois, c'est le point de contact entre un développeur et, pour Android, le SDK Android. Ce point de contact, il est extrêmement important parce que c'est comme ça que le système ou le SDK nous donne des informations à propos de ce qui est en train de se passer. Par exemple, si l'utilisateur est parti, est en train de regarder une autre appli ou est en train de regarder la nôtre. Donc c'est ça pour moi le plus important dans le cycle de vie. Donc je suis sûr que les gens qui vous écoutent le connaissent par cœur. Une activité en Android, elle est créée, elle est démarrée, elle est mise en pause, etc. etc. Le seul problème, c'est que ce cycle de vie, il est très 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 compliqué. C'est dommage, on est sur un podcast, je ne peux pas montrer l'image, mais j'invite les gens à faire une simple recherche Google et de trouver un peu les images sur le cycle de vie d'activité ou alors de regarder ma présentation à Android Makers où j'en parle aussi. On mettra le lien, on mettra le lien vers la vidéo de ta présentation sur les show notes, promis juré. Parfait. Ça vaut le détour, sincèrement, je le dis, ça vaut vraiment la peine. Merci, c'est gentil. Donc j'en parle donc au début, donc pour ceux qui voudront regarder pourront voir, le cycle de vie devient très très vite, très complexe. En fait, on nous vend un cycle de vie très simple. Bon, voilà, c'est ça. C'est, comme je disais, créer, démarrer, mis en pause, stopper, détruit, en gros, quelque chose comme ça. Et puis, très, 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 très rapidement, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est un mensonge. Et qu'en fait, le cycle de vie est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des événements cachés, il y a des méthodes en plus, il y a des cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel cas par exemple, si on part d'une activité et qu'on part à une autre activité, est-ce que l'événement je suis détruit de la première activité arrive avant ou après le je suis créé de la seconde activité? Je mets au défi les développeurs Android d'avoir une majorité de réponses correctes à cette question. Et puis en plus, ce genre de cas extrêmes, on par le passé changé en fonction des versions d'Android. En fonction de bugs qui ont été corrigés. C'est très 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 compliqué. Et puis c'est très compliqué de façon un peu non nécessaire en fait. Tout ça c'est une conséquence de choix qui ont été faits très tôt dans le on va dire le développement de la plateforme Android. Et un de ces choix en particulier, c'était de dire que une application devait forcément être capable de se restaurer complètement, quel que soit l'endroit où elle soit arrivée, y compris quand le process derrière l'appli est tué. Alors ça avait beaucoup plus de sens à l'époque du début d'Android, évidemment, où on n'avait pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de ressources, et donc du coup, effectivement, il fallait sauvegarder cette mémoire à tout prix. Et donc une des façons de la sauvegarder, cette mémoire, c'était de tuer très très vite les applications qui étaient en train de tourner et puis de demander à cette application de se restaurer depuis ce qu'on appelle le bundle, qui est donc une version sérialisée de l'état de l'application. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce choix technologique qui date d'une époque où on avait 512 MB de RAM, ce choix technologique qui nous force en tant que développeur à rendre tous les états possibles de toutes nos activités sérialisables. Et ça, c'est énormément de boulot. Et en plus de ce boulot, ça, comme je disais, complexifie le cycle de vie. Alors après, les activités, je suis sûr que c'est vers là où vous vouliez m'emmener, ils ont décidé de créer les fragments. Le fameux F-word. Il l'a dit. Il a encore envie et il l'a dit. Et je l'ai dit, ça m'a arraché la bouche, mais je l'ai dit.
Alors je peux peut-être la poser moi ma question maintenant parce que elle me titille les lèvres. J'avoue que moi depuis que je fais de l'Android, enfin depuis que les fragments existent, ça m'a jamais vraiment perturbé plus que ça. Et donc ma question c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui aiment les fragments à ce point-là? Alors, je veux vraiment pas être méchant, hein, mais tu as fait beaucoup d'applis, beaucoup de devs, des applis. Parce qu'on est quand même pas mal hein, dans la communauté à être d'accord là-dessus. Donc je pense que, Ouais. bon, je sais pas, peut-être que tu as eu de la chance, que tu es tombé sur des cas simples. Peut-être que tu n'es jamais tombé sur les cas qui sont les plus ennuyeux. Par exemple, si tu dois avoir une séquence d'écran qui n'ont pas d'historique. Donc imagine, tu as une page de liste je sais pas, d'éléments, puis tu vas dans le détail d'un élément, et puis tu veux, je sais pas moi, à partir de là, il y a un bouton pour ajouter quelque chose, et ce quelque chose a besoin de 3 étapes. Et une fois que les 3 étapes sont finies, donc 3 écrans, et bien les 3 écrans doivent disparaître. Donc les 3 écrans ne doivent pas être sauvegardés dans la backstack. Et bien ça, avec les fragments, c'est très ennuyeux à gérer. Euh, Il y a plein de cas comme ça en fait. Les fragments sont décorrélés de l'activité, mais pas complètement. Donc ils sont détachés, ils sont dans des états bizarres. Et puis surtout, donc c'est là aussi où je voulais en venir, si tu rajoutes le cycle de vie d'un fragment à côté du cycle de vie d'une activité, les deux ensemble, et encore une fois, les gens peuvent regarder mon talk ou regarder sur Google, je vous donnerai le lien, il y a un projet GitHub justement qui s'est donné comme mission de recenser en détail le cycle de vie des deux combinés. Quand on combine les deux, mais c'est un cauchemar, je ne sais même pas combien il y a d'états, mais c'est des dizaines et des dizaines d'états possibles. Et voilà, c'est une machine à état fini qui est plus grosse que n'importe qui peut garder dans sa tête à un moment donné. Donc en fait, c'est un cauchemar de travailler avec ces fragments. Et c'est un cauchemar pas seulement pour moi, c'est pas moi seulement qui le dis. J'invite tout le monde à lire l'article qui est maintenant presque célèbre de mon ami que vous avez reçu, Pierre-Yves Rico, qui a écrit Advocating Against Fragment sur le blog de Square. Donc Square qui est aussi une boîte dans la vallée, eux leurs bureaux sont à San Francisco. Évidemment, ils sont d'accord. Et d'ailleurs, là, je viens de voir ce matin, donc j'ai tweeté évidemment la vidéo de mon talk sur Android Maker, et puis il y a eu une réponse d'un des développeurs de Uber qui a dit super présentation, et qui a rappelé qu'eux aussi, ils sont passés à une architecture comme la mienne, et donc sans fragments. Et il y en a plein d'autres. Lyft est en train de le faire. Je crois que ouais, enfin, plein d'autres gens, plein d'autres développeurs, plein d'autres boîtes sont en train de se mettre à ça. En fait, je crois qu'on est tous d'accord, hein. Genre, j'en ai dit, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi j'ai fait pas mal d'applications avec des fragments. Enfin, je pense qu'en fait, j'ai été un peu comme tout le monde au début. Quand les fragments sont sortis, tout le monde a décidé de faire genre une application mono-activité avec des fragments dans tous les sens, et ça devenait un bordel sans nom. Et alors, du coup, je pense que le seul point positif qu'on pouvait éventuellement avoir à l'époque, c'était du coup le drawer qui se refermait jusqu'au bout avec l'animation. Je crois que c'était le seul petit point positif des fragments. Maintenant, personnellement, moi, je suis pas du tout contre les fragments. J'aurais même tendance à dire je les aime beaucoup. Parce que je pense que ça doit être utilisé avec parcimonie, en fait. Il y a des Alors, comment tu les utilises avec parcimonie? Là, je ne comprends pas. Ça veut dire que tu as certaines activités avec des fragments, et après tu lances parfois une activité complète avec d'autres fragments. Par exemple, non, il y aura des fragments qui vont servir, par exemple, pour faire un view pager et ce genre de choses, ou potentiellement avoir certains trucs. Il y a parfois aussi des dialogues, donc tu veux utiliser le fragment de dialogue, parfois ça a plus de sens, parce que c'est un peu plus complexe. Et donc, typiquement, c'est le genre de truc où là, je pense que ça peut avoir sa valeur ajoutée. Maintenant, si tu fais toute ta vue avec que des fragments dans tous les sens, là, je pense qu'effectivement, tu vas dans le mur, quoi. En fait, ça a sa valeur ajoutée uniquement parce que le framework propose des choses qui sont faites pour toi, quoi, qui sont déjà dans des fragments, puisqu'ils sont partis dans cette direction-là. Mais en général, la valeur ajoutée de ces fragments-là est très très minime. En gros, c'est la connexion avec le cycle de vie de ton activité qui est faite pour toi. Mais ça, c'est quoi? C'est quelques lignes de code, et puis surtout, c'est très facile à réimplémenter de façon un peu générique. Honnêtement,
là, tu vois, dans ce que tu me disais, je vois pas tellement de raisons d'utiliser, qui sont suffisantes, on va dire, pour utiliser les fragments et payer en fait ce coût énorme de la complexité qu'ils amènent. Et en plus de ça, je suis pas tellement d'accord. Si les fragments, c'est ta façon de naviguer dans ton appli, enfin, je vois pas tellement comment tu peux en utiliser, mais qu'un petit peu. Comment ça va? Non, non, justement, c'est pas la façon de naviguer dans l'application. En général, je vais plutôt naviguer entre activités et les fragments vont être là pour certains petits éléments visuels où j'aurais besoin justement d'avoir une vue qui est un peu rattachée au life cycle de l'activité. Et donc, c'est dans ce cas-là que je vois le fragment. Par contre, je vois pas du tout le fragment comme le remplaçant des vues, comme ça a été un peu le cas au début où tout le monde s'est rué dessus. La tête baissée. Dans ce cas-là, ouais, je suis d'accord. Effectivement, c'est une solution. Pour moi, il y a quand même ce prix de la complexité des fragments qui est à mon avis, trop élevé et que j'ai pas envie de payer. Mais du coup, oui, effectivement, si tu ne les utilises pas comme système de navigation, dans ce cas-là, oui, très bien. Mais dans ce cas-là, donc on en revient en fait à ce que je conseille, moi, personnellement, aux gens qui ne veulent pas utiliser quelque chose comme ce que moi, je propose, hein, qui est un modèle basé sur une seule activité et quelque chose au milieu, donc on va sûrement en parler, que moi j'appelle Magellan, mais qui va en fait quelque part remplacer un peu les fragments, mais en tout cas servir de système de navigation. Si les gens ne veulent pas faire ça, moi je leur conseille tout à fait de faire des activités à l'ancienne et de naviguer entre leurs écrans d'une activité à l'autre. Il faut savoir quand même que si tu fais ça, tu dois quand même avoir tout le système de restauration de l'État. Dès que l'activité est, on tourne l'écran, elle est détruite, ou alors on joue avec les flags dans le manifeste, et puis on sait que ça crée d'autres problèmes. Ça veut dire aussi que tu n'as pas le contrôle parfait sur ta stack. L'historique de tes écrans, c'est quand même quelque chose que tu dois pouvoir modifier si tu en as besoin, si tu as envie de... Si tu as, comme je disais tout à l'heure, tu as par exemple, je sais pas moi, un sign-up. Quelqu'un est en train de s'enregistrer pour ton application ou quelqu'un est en train de faire, je sais pas moi, un flux de paiement, il est en train de payer quelque chose, il y a plusieurs étapes, ou c'est un tutoriel peut-être pour expliquer aux gens quelque chose à propos de ton application, il y a encore une fois quelques étapes. Et là, c'est tout ça, ce sont des situations où on a des écrans qui ont besoin d'être nettoyés en fait au niveau de l'historique de tes écrans. Et donc tes écrans doivent non pas être complètement linéaires, mais avoir une partie qui d'un seul coup disparaît. Et donc ça, c'est quelque chose qui crée ce besoin d'avoir un contrôle complet sur l'historique. Un autre exemple très simple, je redémarre l'application et je me rends compte à ce moment-là que eh bien, le token que j'utilise pour authentifier mon utilisateur a expiré. Immédiatement, bien entendu, ce que je souhaite, c'est proposer un écran de login et puis enlever de l'historique tous les écrans qui étaient déjà là, puisque l'utilisateur doit se reconnecter et va même peut-être potentiellement changer en fait et peut-être qu'il s'est déconnecté pour changer d'utilisateur, passer le téléphone à son pote qui a besoin de regarder son propre compte ou quelque chose comme ça, s'il n'implémente pas le multi-compte. Enfin, plein de raisons qui font que on devrait facilement pouvoir nettoyer, modifier la backstack, l'historique des écrans. C'est mon application en tant que développeur, je veux le contrôle complet. Oui, on peut pas dire que le Fragment Manager et les transactions de fragments ce soit le truc le plus rigolo du monde. Mais juste pour revenir sur mon expérience perso avec les fragments, en fait, au début, c'est vrai, moi j'ai fait un peu comme tout le monde. J'en ai mis partout, puis après je me suis vite rendu compte que c'était super chiant, surtout quand tu en imbriques les uns dans les autres. Donc en fait, quand tu commences à avoir des fragments dans des fragments dans des fragments, là ça devient assez, ça devient la corrida en fait. C'est assez sanglant. Et c'est là en fait que j'ai mis le frein et puis je me suis dit en fait il y a moyen d'utiliser des fragments de manière très efficace. C'est un peu ce que Benjamin disait en fait. Il y a moyen juste d'utiliser des fragments de manière très efficace dans certains cas de figure où le mécanisme va être à ton avantage plutôt que contre toi. Et donc jusque là, en fait, j'ai essayé de me limiter à ça. Mais là, je suis arrivé dans un projet où on utilisait des fragments de manière, comment dire, assez volatile, ce qui rend les choses assez compliquées. Et du coup, on a dérité une fragment dans tous les sens, ce qui rend un peu les champs. Enfin, c'est un peu
anti-principe, je veux dire, d'utiliser des written fragments, et puis ça fout le bordel dans tout. Donc oui, à ce niveau-là, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Les fragments, ça peut devenir très très vite, très très chiant et très très complexe. Et dans ce que tu dis, on se rend compte qu'en fait, du coup, soit tu utilises les fragments de la façon complète où ils ont été supposément prévus, et dans ce cas-là, c'est un cauchemar, soit tu les utilises qu'avec parcimonie, et dans ce cas-là, bah, en fait, il y a plein de problèmes qu'ils ne règlent pas, hein. Notamment la navigation, etc. etc. Et puis, il y a plein d'autres soucis quand même, hein. Les fragments font trop de choses, ils sont trop liés. Alors effectivement, je sais bien que les développeurs advocates de Google vont te dire mais non, mais ça c'est une question, c'est à toi de faire bien ton boulot et pas. Certes, mais enfin quand même, ça m'encourage pas, on va dire, à faire les bonnes choses. C'est très difficile à tester parce que c'est encore une fois beaucoup trop lourdement empêtré dans le framework Android. Enfin, toutes ces choses-là, les transactions ne sont pas synchrones, ou si elles le sont de façon bizarre, ou en tout cas c'est quand tu navigues, tu sais pas si tu as navigué ou pas encore, tu sais pas trop quand est-ce que justement ces cycles de vie, d'activité, du fragment vont arriver, et puis comment ils s'intermélangent avec le cycle de vie de l'activité que tu as quand même derrière, auquel tu peux pas échapper non plus. Enfin, et quand tu veux communiquer entre deux fragments, c'est comique aussi. Voilà. Ah, bien sûr, c'est très compliqué, alors que ça devrait être la chose la plus simple du monde, hein. Enfin, quand même, qu'est-ce qui est qui paraît le plus normal? On communique d'une façon où il faut sérialiser, il faut passer par des choses pas possibles pour communiquer un simple objet entre deux écrans, ou est-ce que ça paraît pas plus logique de passer cet objet en paramètre? Je sais pas. Ah, mais alors, moi je dis du coup, bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la solution? T'as vu la transition de malade? Pas mal. Hein? Attends, du coup, attends, moi je vais pas encore, couper je vais ici trop 2 vite. secondes. Voilà, elle intervient un petit peu trop vite. Parce que bon, tu vois, pour moi, en fait, le problème, tu vois, voilà, typiquement, si on parlait des fragments et si tu veux parler entre eux, etc., un des soucis, effectivement, c'est que soit tu commences à avoir des objets parcellables dans tous les sens et ça devient aussi un bordel, ou alors, du coup, c'est ton activité qui devient une sorte de proxy entre les fragments, et donc ça devient aussi un peu un cauchemar où elle essaie de maintenir différents états entre différents fragments. Et donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle je trouve effectivement que les fragments sont mal utilisés s'ils sont utilisés pour naviguer dans l'application. Maintenant, pour essayer de donner un peu un contrepoids à ce que tu disais par rapport justement à l'histoire que tu veux réécrire, hein, je pense que avec les activités, tu as quand même cette possibilité-là aussi. Tu parlais d'un tutoriel par exemple que tu veux disparaître, bah, rien ne t'empêche de lancer une activité par-dessus, et quand le gars a fini, l'activité est killée, et du coup, bah, voilà, il est plus dans ton historique. Pareil, si jamais tu te rends compte que tu as été délogué, tu vas faire un clear task, tu vois, tu fais une new task et tu lances ton login activity ou peu importe. Donc il y a toujours cette solution quand même. Tu es en train de me dire que c'est naturel pour un programmeur d'aller avoir une activité pivot dans le cas où, imagine, hein, dans le cas où c'est un peu compliqué, tu vas pas revenir à un écran existant, mais tu veux un nouvel écran. C'est normal d'avoir une activité pivot où tu vas faire clear task sur cette activité pivot, puis termine-toi en appelant finish sur cette activité, et là j'en lance une autre. C'est normal. Non, justement, en fait, si tu fais start activity, que dessus tu mets le flag new task et clear task, du coup ça clear tout et ça va lancer une nouvelle. Clear task, oui, super intuitif. Alors, je suis d'accord, c'est pas intuitif, mais disons que la solution, elle est. Et pour moi, le problème. Attends, je vais en empiler 5 des écrans par-dessus. Parce qu'en fait, je veux réécrire l'activité, parce que par exemple, et ça c'est très légitime, hein, imagine cas très classique. J'ai une liste, j'ai un écran de liste d'éléments, un écran de détail, et sur mon écran et après sur l'écran de détail, j'ai un écran de encore plus de détails, enfin un sous-écran, d'accord? Donc j'ai 3 écrans comme ça. On peut imaginer, je sais pas moi, j'ai une liste de films, j'ai le détail de la page du film, et puis j'ai la liste de casting d'acteurs dans ce film, d'accord? Puis imaginons que mes designers soient un peu facétieux, et que sur la page principale, ils mettent en avant un film. Ils mettent en avant un film avec quelques détails sur ce film, et puis je sais pas, c'est le film du mois, c'est le film qui vient de sortir, et puis il y a la liste d'acteurs sur dans une carte par exemple, sur ce truc-là. Donc tu cliques sur la liste d'acteurs, et là en fait la navigation que je veux, qui est la plus naturelle, c'est d'aller
jumper dans la liste de films, et puis si je veux revenir en arrière, eh bien, je veux retourner sur la page du film, non pas sur la page dont je viens. D'accord? C'est une interaction qui est complètement légitime. Et je prends un exemple comme ça, là, au pied levé, hein, c'est peut-être pas le meilleur qui existe, mais je peux imaginer plein de raisons, et crois-moi, là, je te jure, hein, on a implémenté une appli où il y a à peu près 100 écrans, je te jure qu'on a des cas comme ça, en veux-tu, en voilà, qui sont complètement naturels pour l'utilisateur, qui sont plus naturels que ce qui va arriver par défaut, mais qui nécessitent de réécrire, en fait, l'historique de navigation. Je t'assure que faire ça d'une façon simple, hein, encore une fois, où le code soit lisible, en utilisant soit les activités, soit les fragments, c'est un petit peu un cauchemar. En tout cas, de mon expérience personnelle. Je te rejoins juste sur le fait qu'effectivement, voilà, c'est pas forcément simple ni intuitif. Maintenant, c'est pas, enfin, je trouve qu'avec les activités, il y a quand même des facilités. Après, bon, le problème, c'est qu'on triche beaucoup, en fait. C'est ça le problème. C'est quand tu utilises activité, tu vas y arriver, mais en trichant beaucoup. Et ça, pour moi, c'est le truc qui m'embête. Mais hormis ça, voilà, c'est juste pour donner un peu un contrepoids à ce que tu disais, évidemment. Hein, parce que, voilà, bien sûr, c'est très important. Et d'ailleurs, moi, je trouve une des choses que j'ai pas dites, mais que je devrais dire, tout le monde doit utiliser ce qui lui paraît le mieux et qui marche le mieux pour lui et pour son appli et pour son cas particulier. Je ne suis pas en train de dire que l'architecture en activité, en single activity, c'est la meilleure du monde pour tout le monde. C'est pas forcément adapté à tout, bien sûr. Mais cela dit, si tu regardes en fait ce que tu étais en train de me dire avec pourquoi c'est un hack, etc., c'est un problème de plein de façons. C'est pas seulement un problème que c'est un hack, et effectivement, on va dire que ça, en tant que développeur, ça nous dérange. Mais ça, à la rigueur, tu pourrais dire, ok, ça nous dérange, mais à la rigueur, tout le monde s'en fiche hein, que ça te dérange. C'est peut-être pas du code joli, mais tant que ça marche et que c'est possible, tout va bien. Mais en fait, il y a des vrais problèmes qui sont liés à ça. Le premier problème, c'est que ça rend le code très dur à lire, et donc dur à maintenir. Le deuxième problème, c'est que c'est source de bugs, parce que c'est difficile encore à lire le code, à le maintenir. Le troisième problème, c'est que comme c'est pas naturel, eh bien la courbe d'apprentissage d'un développeur Android débutant est beaucoup plus importante. Et ça, c'est un problème énorme dans tous les problèmes que j'ai mentionnés auparavant. C'est pas seulement que c'est compliqué et que c'est ennuyeux, c'est que c'est une courbe d'apprentissage très difficile pour les nouveaux développeurs. Ça crée une barrière à l'entrée de nouveaux développeurs qui seraient intéressés par Android. Et enfin, et ça c'est lié à ce que je viens de dire, le dernier point, c'est que la productivité, alors je ne parle même pas ici des tests, hein, qui sont bien sûr un gros problème, mais la productivité des développeurs avec un système comme celui-là, quand ils veulent justement faire des choses un petit peu particulières, ou simples, ou dans les deux cas d'ailleurs, même quand ils veulent faire des choses simples et passer justement simplement un paramètre d'un écran à un autre, mais tous les développeurs... donc tous les développeurs débutants sont perdus et même les développeurs expérimentés sont là. Oh, putain non, c'est pas possible, encore un autre écran. Oh non, je peux pas pouvoir faire un autre écran. Et moi j'ai vu des équipes demander à leur product manager, demander à leur designer de réduire le nombre d'écrans juste parce que c'était coûteux d'en faire un nouveau. C'est quand même délirant pour moi d'en arriver là. Voilà, c'est juste quelque chose que j'ai constaté, que la productivité et la courbe d'apprentissage est bien meilleure avec un modèle comme par exemple celui que je propose qui est Magellan. Je pense que Yannick va me poser la question cette fois. Allez, on va la refaire. Et donc, c'est bien beau de gueuler tout ça, mais quelle est la solution? Voilà. Alors la solution que moi je propose, mais je ne suis pas du tout le seul à la proposer, c'est donc du coup de passer dans un système avec une seule activité et de gérer en fait soi-même la stack, la backstack, donc l'historique de tes écrans, et de gérer toi-même tes écrans et tes vues et tes transitions entre vues. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Alors au passage, il y a plusieurs librairies en open source maintenant. Il y a notamment Conductor, il y a Scoop, il y en a tout un tas d'autres, et qui sont d'ailleurs pour certains très bons. Moi j'en propose donc un autre qui s'appelle Magellan, et en fait la façon en fait, dont je le présente, c'est que Magellan est beaucoup plus simple. C'est le plus simple en fait de tous ces frameworks là,
Enfin, je n'aime pas dire framework parce que c'est qu'une librairie, et c'est quand même, le code est assez simple, c'est pas un framework. Mais c'est une librairie qui est plus simple ouais, non, franchement, très, très objectivement, je pense même plus simple que toutes les autres. Peut-être moins, qui fait peut-être donc du coup moins de choses, qui a peut-être plus d'opinions tranchées du coup, justement pour arriver à cette simplicité. Mais en tout cas, si quelqu'un est intéressé par ce modèle, je trouve que c'est quand même assez intéressant de regarder comment j'ai fait ça sur Magellan, justement parce que c'est si simple. Et donc Magellan, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il fait ce que les fragments, à mon avis, auraient dû faire, c'est-à-dire maintenir une stack, une pile d'écran, donc un historique d'écran pour l'utilisateur, permettre de naviguer dans un sens et dans l'autre parmi ces écrans. Très simplement d'ailleurs, hein, c'est navigateur go-to screen, très simple, beaucoup plus simple que créer un nouvel intent ou je ne sais quoi. Il permet aussi de gérer les transitions de façon automatique. Donc quand on passe d'un écran à un autre, la transition entre les deux écrans sont gérées automatiquement, de la même façon qu'elles sont gérées pour une activité ou pour un fragment, mais que d'autres frameworks comme Flow par exemple ne font pas. Il faut implémenter les transitions à la main sur Flow. Donc du coup encore une chose qui rend Magellan un peu plus simple à utiliser. Et enfin, fournit donc ce dont je parlais, c'est-à-dire un contrôle complet de l'historique de navigation, donc permet d'aller modifier de la façon qu'on veut tout l'historique de navigation, et propose même en fait pour des raccourcis. En fait, par exemple, il y a une méthode qui est déjà implémentée pour vous pour retourner un écran spécifique, et puis que tous les écrans depuis cet écran-là soient automatiquement nettoyés, donc un peu comme le Clear Task, mais avec une interface bien plus naturelle. Et puis encore une fois, surtout si on veut faire des choses un peu bizarres, ou on veut réécrire des choses dans l'historique, et ben on a le contrôle complet, puisque j'ai une méthode qui s'appelle Rewrite History, pour réécrire l'histoire. Et puis donc je prends une fonction qui prend l'historique, qui le modifie de la façon dont vous voulez, et puis quand cette fonction a été exécutée, eh bien l'historique est dans le nouvel état que le programmeur a voulu. Et donc plein de choses comme ça qui rendent la vie très simple. J'ai fait aussi tout un tas d'autres choses qui sont, on va dire, pratiques. Par exemple, donner un titre à un écran, c'est simplement une ligne de code. Donner une couleur différente à la barre, la toolbar, c'est quelque chose de très facile à faire aussi. J'ai créé un add-on pour RX, pour ceux qui utilisent RX, qui va automatiquement unsubscribe, désouscrire de votre subscription RX, donc automatiquement en fait annuler la subscription pour pas que les données reviennent pendant que votre écran n'est pas là. Des choses comme ça qui rendent la vie très simple. Donc voilà, c'est Magellan, c'est pour moi, encore une fois, plus intéressant à regarder et à connaître en tant qu'architecture. Et on a deux, le projet open source, on a deux samples, un qui est très simple et un qui est un peu plus avancé avec justement RX Java, avec de l'injection de dépendance, avec Retrofit, donc ça charge des données du réseau, etc. pour voir un peu comment ça se passe. C'est un peu trop facile de faire un exemple très simple avec des écrans statiques. Donc ça, c'est un vrai exemple qui est beaucoup plus proche de ce que nous on fait dans la réalité. Et donc pour moi c'est très intéressant de voir, comme c'est du code open source, voir comment on implémentait ça, et puis de s'intéresser un peu à ce nouveau type d'architecture qui est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de boîtes, il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir, qui me disent ouais, alors soit on l'a implémenté, on en est très content, soit ça nous intéresse, on aimerait bien passer à quelque chose comme ça, il y en a marre des fragments, ou même il y en a marre de ne pas être productif comme on le voudrait dans le développement d'appli Android. Et donc même si les gens n'adoptent pas mon framework, moi mon objectif c'est plus de me faire l'avocat de ce type d'architecture. Mon objectif c'est pas de vendre mon framework, et puis comme je disais, il y en a plusieurs de disponibles, et il y en a certains qui vont mieux correspondre à certains types d'utilisation que Magellan. Magellan est sûrement trop simple pour certaines personnes, pour certains usages. Bon, comme je disais, hein, on arrive quand même à l'utiliser en production pour une appli avec 100 écrans qui est quand même relativement complexe, une appli de finance. Donc bon, ça doit quand même être pas si mal que ça, mais je suis sûr que bon, il y a des tas de choses qui sont indispensables à certaines personnes qui ne sont pas encore implémentées dans Magellan, par exemple.
Donc je ne suis pas là pour le vendre, je suis vraiment là pour moi c'est très important que les gens s'intéressent à ce type d'architecture et au moins ils réfléchissent pour se dire tiens on pourrait faire autrement, est-ce que ce ne serait pas une architecture qui conviendrait à mon besoin? Puis si ce n'est pas le cas, qu'ils aillent surtout pas faire de fragments mais qu'ils aillent faire des activités comme vous disiez, peut-être utiliser des fragments quand ça fait sens, mais leur navigation principale dans ce cas-là, soyons simples et utilisons les activités de base si c'est vraiment un besoin que les gens ont. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens que d'utiliser des fragments. Et puis non, franchement, c'est une architecture qui, comme je le disais, fait des gains incroyables de productivité. Donc ce serait dommage de ne pas au moins regarder comment d'autres ont eu du succès à être très productifs avec ce type d'architecture. C'est très clean aussi, ça permet pour moi de faire du code qui est très très clean et qui est très testable. Voilà. Alors je suis entièrement d'accord sur le côté clean. Il est très beau le code. C'est top. J'aime beaucoup le côté simpliste aussi. C'est clair que... Bah, évidemment, là, J'irais même jusqu'à dire minimaliste. Oui, ouais, voilà, on y est, je crois clairement. Moi, j'ai juste regardé le base example et en regardant très rapidement les quelques classes, c'est vrai qu'on a très vite compris le principe. Donc ça, déjà, c'est un point très très positif, je trouve. Donc ça, c'est vraiment excellent. Mais du coup, j'ai plein de questions. Enfin, notamment, j'ai une question, c'est que, notamment, le life cycle d'un écran, ça peut être important dans certains cas. Et ici, par exemple, j'ai du mal à voir, tiens, comment est-ce que je sais que l'app est partie en pause, par exemple, ou que l'app redémarre, ou que ce genre de choses. Comment est-ce que tu gères ce genre de choses avec un code qui semble aussi simple? Simplement des overrides ou oui, tout à fait. Alors, il faut savoir en fait que je fournis le cycle de vie de l'activité au besoin. C'est-à-dire que le cycle de vie de l'activité, toutes les méthodes ou presque, s'il en manque, il faudra que je les rajoute, mais les méthodes de l'activité sont disponibles au cas où il y en a besoin. Et en général, quand il y en a besoin, c'est parce qu'on est en train de faire quelque chose de particulier à Android, qui utilise le framework Android, et qui donc du coup nécessite vraiment de faire quelque chose de très spécifique à Android, qui n'est pas spécifique à votre appli, mais qui est spécifique à Android. Et là, dans ce cas-là, on a besoin de ces méthodes, donc je les ai. Par contre, pour le cycle de vie, on va dire, normal d'un écran, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus simple que le cycle de vie de l'activité. Et donc, tout simplement, un écran, il est créé. Donc, un écran, c'est une classe Java classique. Elle n'a rien de spécial, ou quasiment rien de spécial, à part elle peut être utilisée par mon navigateur. Donc, tu disais c'est très simple, donc là c'est sympa parce que ça explique ce que je disais, que justement la courbe d'apprentissage de mes nouveaux développeurs est bien meilleure avec quelque chose comme ça, et la productivité aussi bien meilleure. Donc il n'y a que deux classes en fait importantes dans mon système. Screen, donc écran, la classe écran, la classe screen, qui elle représente, on va dire, un présenteur ou un contrôleur, quelque chose comme ça. Dans le MVP ou le MVC, j'aime pas trop ces modèles, mais dans l'idée, c'est la couche logique. En fait, c'est là que vit la logique de votre appli, la logique de votre écran, et donc dans cette classe écran. Et puis le navigateur qui est une classe qui sert simplement, comme son nom l'indique, à naviguer et qui donne le nom d'ailleurs à la librairie qui s'appelle Magellan, parce que Magellan est un célèbre navigateur. Et donc, tout simplement, on utilise le navigateur pour passer d'un écran à un autre. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, c'est tout ce qu'il y a à comprendre, en tout cas, pour démarrer. Donc oui, du coup, c'est vraiment très simple. Et donc, pour répondre à ta question, cet écran donc, va avoir à sa disposition les méthodes de l'activité s'il le souhaite, mais lui n'en a pas besoin pour fonctionner. Et donc, il est créé, c'est une simple classe Java, donc quand il est créé, il est créé tout simplement par le constructeur de cette classe. Donc, il n'y a pas à apprendre quelque chose de nouveau, puisque si on connaît déjà Java, on sait comment un objet est créé. Il est créé par son constructeur, par le constructeur de la classe. Comment il est détruit? Il est détruit par le garbage collector. Donc, il n'y a pas de méthode au moment où il est détruit. Quand il est détruit, il s'en va. Et puis, faut juste que vous... alors là, pour le coup, il n'y a pas de façon de... On peut en parler, mais pas de façon autre de s'en détacher. Il ne faut pas leaker, bien entendu. Mais si vous avez bien fait votre boulot, normalement, quand il est garbage collecté, le reste s'en va. Donc, en Java, il n'y a pas besoin vraiment
de méthode de destruction. Par contre, j'ai deux méthodes, onShow, onHide, quand l'écran est montré et quand l'écran est caché. Donc quand vous naviguez dans un écran, il est montré, donc le onShow est appelé. Quand vous naviguez un autre écran, l'écran est caché, donc onHide est appelé. Et c'est les deux méthodes qui suffisent, et même le onHide en général, il y a souvent rien à faire en fait dans le onHide, donc souvent il est vide. D'ailleurs, du coup, je le rends optionnel, et même le onShow, il est optionnel parce que si vous avez un écran statique, vous pouvez juste afficher une vue, et là, il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc l'implémentation minimale, du coup, elle est vraiment très courte, hein, c'est juste créer une vue. Mais donc, oui, si vous avez besoin, par exemple, de charger des données, vous le faites dans le onShow de votre activité, de votre écran, pardon. Et ouais. De votre fragment. Non, voilà, c'est c'est ça, mais c'est tout. En fait, toutes ces méthodes sont, on va dire, ces patterns sont un peu les mêmes. Si vous utilisez une activité ou un fragment de la bonne façon, c'est supposé aussi être que la logique. Le problème, c'est que les frameworks, le framework Android rend la vie très difficile en vous obligeant à faire plein de choses que vous n'avez pas envie de faire. Et puis, il y a quand même une seule chose que je fais, c'est que le onResume, donc tu me demandais comment je sais qu'on a quitté ou qu'on est revenu. Le onResume, en fait, je l'appelle quand l'activité l'appelle, et je l'appelle aussi pour des raisons de symétrie quand mon écran est affiché également. Donc, en fait, le onResume, il fonctionne de la même façon qu'on pourrait s'y attendre sur le onResume d'une activité, par exemple. Il est tout à fait optionnel, mais il est quand même là. Et donc, on va dire, si on rajoute ça, ok, j'ai quatre événements, donc montrer, résumer, poser et puis cacher. Ouais, ça paraît simple. Hein. Ça l'est. Ça marche. Mais c'est vrai que quand on voit le code, ça a l'air d'être beaucoup plus testable, puisqu'effectivement, c'est découplé d'Android, enfin du framework Android, et ça, je pense que c'est une très bonne chose pour les gens qui aiment bien pouvoir tester. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que voilà, c'est déjà un avantage majeur, ne serait-ce que comparé aux classes du framework Android qui, elles, par définition, sont très attachées au framework. Et donc, tout à fait. Pour créer et tester une activité, il faut passer par exemple par quelque chose comme Robolectric et donc avoir ce complexe cycle de vie qui est managé par Robolectric durant une activité. Enfin, c'est tout un bazar pas possible. Il faut absolument... il y a le set content view, donc il faut que les ressources se chargent. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire. C'est très ennuyeux de tester une activité. Hein. Dans un système comme celui d'Imagineer, tu crées simplement ton écran. Tu la crées avec le constructeur. Donc, tu fais un nouveau écran, new screen. Et puis c'est tout ce que tu as besoin de faire. Et puis, comme bien sûr, j'ai pensé à la testabilité depuis le départ, eh bien, il y a des méthodes qui sont visible for testing, comme c'était la vue, c'était l'activité, c'était le navigateur sur l'écran pour que tu puisses le moquer très facilement. Comme n'importe quelle librairie ou framework qui est conçu depuis le départ pour être très facile à tester. Mais de toute façon, dans un screen, tu auras, dans une view, tu auras des objets du framework Android, donc ce sera facile à tester. Enfin, voilà quoi, ce sera testable dans le sens Android Framework Android. Non, parce que en fait, ma vue, comme elle était complètement décorrélée de mon écran, ce que je fais, c'est que donc déjà, ce que je pousse et que je dis toujours dans mon talk et à mes développeurs, je leur dis, votre vue doit être stupide. Gardez votre vue le plus stupide possible. Tout ce qu'elle doit faire, c'est afficher, par exemple, du texte, des images. Et c'est tout. Elle doit faire aucune logique. Comme ça, si vous voulez la tester quand même, c'est très bien. Hein, si vous voulez tout tester, nous, par exemple, on fait une appli de finance, donc vous vous doutez bien qu'on teste tout ce qu'on peut. Enfin, on teste toutes nos classes, y compris nos vues. Mais une vue qui ne fait qu'afficher une donnée, c'est quand même relativement simple. Hein. On peut quand même... on va utiliser, du coup, là on est forcé d'utiliser quelque chose comme Robolectric, mais en gros on va dire, ok, cette vue elle a bien affiché ce qu'elle devait, bon puis voilà, c'est fini. En revanche, mon écran, comme il est relativement indépendant du framework Android, comme il est conçu pour être testable, et donc je peux setter la vue, je peux setter le navigateur dessus, eh bien il suffit de mettre d'utiliser quelque chose comme Mockito par exemple, de setter un mock. Donc la vue est un mock complet. Et donc là, votre écran, vous l'avez coupé complètement du framework Android. Et donc tous les objets, donc en fait il n'y en a que deux, hein, l'activité et la vue,
qui là quand même pour interagir avec le framework Android, et ben, ces 2 points d'accès, on va dire, à des choses du framework Android, vous les remplacez par des mocks, et d'un seul coup, votre logique est aussi testable, sans robot électrique, que n'importe quelle classe Java normale. J'achète, ça coûte combien? Ça coûte 0, c'est gratuit, c'est open source, gratuit, en licence Apache 2, et donc utilisable pour des projets commerciaux, comme 99% des projets Android de nos jours. Donc non, c'est vraiment pas cher, hein. Je peux pas faire moins. C'est relativement pas cher, ouais. C'est mon prix préféré, personnellement, j'adore. Tant mieux. C'est cool. Alors, est-ce que je peux faire une toute petite remarque? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vraiment un truc à la con, hein, je te promets. C'est le moment de l'épisode où Yannick fait une feature request. Ouais. C'est très très con. C'est juste que j'ai un problème de TOC. J'ai des troubles obsessionnels compulsifs. Dans la vue, je vois que c'est très simple, hein. T'as un constructeur, tu reçois un contexte, jusque-là tout va bien. Tu fais super contexte, puis après tu fais inflate. Et dans le inflate, tu lui repasses le contexte. Pourquoi? Tu parles de la vue normale, là? Ouais, ici je regarde ton simple sample, basic sample. Et dans la detail view, par exemple, bah, la classe fait 5 lignes, littéralement. Et donc, t'as inflate, et puis après, dans les paramètres, tu as d'abord le contexte, puis après tu as le layout, puis après tu as la vue en... Attends, avant de répondre, parce que je me suis posé la même question, et je pense que j'ai la réponse. Alors, je voudrais donner ma réponse, et puis tu me dis si j'ai bon ou pas. Vas-y. C'est parce que base screen view, il est en view, et du coup, la méthode inflate que tu as, c'est l'inflate de view. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la vue que tu es en train de regarder, là, justement, dans un souci encore une fois de simplicité, elle étend base screen view, mais elle pourrait ne pas l'étendre en fait. Du moment qu'elle implémente une interface, elle n'a pas besoin d'hériter de base view. En fait, tout ce que c'est une vue custom. Et une vue custom, bah, tous les développeurs Android en ont au moins entendu parler. Et voilà, jamais entendu parler, je sais pas de quoi tu parles. Une vue custom, c'est quand même, on a tous au moins une fois eu à en faire une. Si on n'a jamais eu à en faire une parce qu'on est débutant, il y a suffisamment d'articles en ligne. Et puis surtout, c'est pas très compliqué, hein. Une vue custom, bon bah justement, on inflate à la main. Du XML, ou alors on n'inflate pas et puis on crée en code, ça dépend, on fait ce qu'on veut d'ailleurs, c'est ça qui est génial, mais c'est une simple vue Android, ce n'est un Ok, d'accord, ok. Je crois que juste par principe de TOC, j'aurais juste overridé, j'aurais créé une nouvelle inflate qui va appeler le truc avec le contexte interne. C'est moi, hein, c'est juste moi. Pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Alors, c'est cadeau. La raison pour laquelle je l'ai pas fait encore une fois, c'est que je garde les choses super simples. Donc pourquoi réinventer en fait des vues quand elles existent déjà? Mais ça pourrait être un utilitaire intéressant dans Base View Screen justement. Et d'ailleurs, je t'encourage à soumettre une pull request. Peut-être vais-je le faire. Non, mais effectivement, ça va servir à rien. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour simplifier la vie, et je pense qu'on va en ajouter pas mal dans les mois à venir, d'autant plus qu'il faut savoir quand même que là, Magellan, nous, notre appli, je l'ai modifié pour qu'on ne dépende pas d'un fork en interne ou d'un truc en interne, on dépend directement de Magellan tel qu'il est en open source. Donc nous, dès qu'on a besoin d'une feature pour bosser, cette feature elle va être immédiatement dans le projet open source, puisque j'ai décidé de ne pas dépendre d'un truc interne. Alors peut-être que ça changera si vraiment on a besoin d'un truc très 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 spécifique, mais pour l'instant je vais essayer de faire en sorte qu'on reste sur le projet principal, et du coup tout le monde qui veut utiliser Magellan en bénéficiera. Et du coup, le fait que tu soulèves un point super intéressant. Quel avenir pour Magellan? Quel avenir pour Magellan? Je vais te dire, c'est pas près de mourir, parce que en fait toute notre application est basée là-dessus. Donc moi en fait, quand je suis arrivé, pour la petite histoire, comme je disais au début, il y avait personne ici chez Wallfront qui faisait de l'Android. Ils n'avaient pas un seul développeur Android, ils n'avaient pas une ligne de code, ils n'avaient pas une appli, ils n'avaient rien du tout. Même pas un contracteur dans un coin qui fait une appli en one shot. Et donc du coup,
eh bien, j'ai eu la chance en fait de démarrer à zéro. Combien de fois on peut démarrer une appli à zéro de nos jours? C'est pas toujours, pas tout le temps, maintenant que la plupart des boîtes ont déjà une appli Android. Et du coup, bah, j'ai utilisé des méthodes modernes. Donc, j'ai utilisé Dagger 2 depuis le début, j'ai utilisé RX, j'ai utilisé évidemment Retrofit. Et je me suis dit, donc, j'ai envie d'utiliser une architecture en single activity. Quand j'ai cherché à l'époque, donc c'était il y a presque 2 ans, hein, presque 2 ans, il n'y avait pas Committer. En tout cas, s'il existait, je ne l'ai pas trouvé, donc il ne devait pas être assez connu, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé de framework qui correspondait à mon besoin. Et puis même dans ceux qui existent maintenant, je les trouve toujours trop compliqués. Je préfère un système très 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 simple. Voilà, donc moi quand j'ai créé ça, euh, évidemment c'est devenu le socle, on va dire, de l'application. Et puisque c'est le socle de l'application et qu'on a quand même pas mal d'écrans maintenant, eh bien il y a quasiment aucune chance hein, que ça disparaisse de sitôt, puisque ça voudrait dire réécrire tout notre appli. Et quand je dis réécrire, c'est complètement réécrire, hein, parce qu'on n'a pas du tout de fragments ou d'activités pour la navigation dans nos applications. On a uniquement comment dire, des screens, donc dans le concept de screen de Magellan. Tous nos écrans, tous sans exception, sont construits au-dessus de Magellan. Ok, c'est rassurant. Ma question était plus quelles sont les prochaines fonctionnalités que tu comptes intégrer dans Magellan? Et alors, les prochaines fonctionnalités dans Magellan, ce seront des choses qu'on a déjà un petit peu, nous, de notre côté, mais qui ne sont pas encore dans le projet open source parce qu'ils sont en fait dans le code de notre appli pour l'instant, mais qu'on pourrait extraire en tant que add-on. Donc, j'ai déjà des add-ons, un pour RX, un pour le librairie de support. Donc, le premier, ça va être les tabs. Tout simplement pour faire des tabs très facilement et avoir un écran par table de telle manière à ce que tu puisses prendre ton écran qui est dans un tab et le mettre pas dans un tab ou l'inverse. Et ça c'est très 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 pratique quand il y a des designers qui changent d'avis ou quand tu veux simplement faire du code modulaire. Enfin, c'est exactement ce que tu as envie. Et donc là on a déjà ce système, nous on va donc en faire un add-on pour Magellan qui va donc. La raison pour laquelle c'est des add-ons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une dépendance, donc un autre truc qui est sympa avec Magellan, il y a zéro dépendance, absolument aucune dépendance sur aucune librairie, aucun framework, à part le framework Android. Et donc du coup, là, par exemple, pour les tables, on va devoir dépendre de la Design Library. Donc on va avoir un add-on qui dépend de la Design Library, donc du coup qui est optionnel, qui va te permettre de faire très facilement des tables. Tu peux déjà le faire, mais il faut écrire un peu de code. Là, ce sera carrément fourni, quoi. Et on a plein d'autres choses qui arrivent. On a déjà eu une contribution d'un mec qui nous a écrit. Donc moi j'avais l'add-on pour RX1, il nous a fait le add-on pour RX2. Donc ça va arriver dans Magellan probablement 1.1, la prochaine release. Pour l'instant c'est mergé, hein, donc en fait quelqu'un pourrait déjà l'utiliser, c'est dans le code open source, c'est déjà dans master, mais c'est pas encore release. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je veux implémenter une façon plus safe d'accéder à la vue. Alors le problème c'est que quand on tourne l'écran, je détruis et je recrée la vue, bien sûr, parce qu'il faut qu'elle se dessine. Donc il y a quand même une toute petite, tout petit moment où la vue peut être nulle. Et si on n'utilise pas, par exemple, donc si on utilise RX, la donne RX que j'ai, ça le fait pour toi, mais sinon, c'est un peu trop facile en fait de se retrouver dans un cas où tu fais un appel asynchrone par exemple, et puis ta vue est nulle, donc tu essayes de mettre par exemple à jour une information à l'écran, puis en fait ta vue est nulle, donc il faut soit tester est-ce que ta vue est nulle, ce qui est un peu ennuyeux, soit justement avoir une solution un peu spéciale où tu te désattaches, tu te réattaches. C'est mieux de se désattacher, de se réattacher, mais pour ceux qui, voilà, pour une raison ou une autre, ont pas envie de faire ça, et je vais implémenter une simple fonction qui en fait permet de uniquement exécuter du code si la vue est pas nulle, et donc ça va prendre maintenant quand en plus Android va supporter Java 8 avec les lambda, ça va être encore plus sympa. En fait c'est une fonction qui agit sur une vue et qui donc n'est exécutée que si la vue est là. Et on pourrait même imaginer d'aller plus loin et d'exécuter ça si la vue, de garder ça cette fonction de côté, l'exécuter quand la vue est réattachée par exemple.
Voilà, et puis on a plein d'autres idées. Alors là, des idées, j'en ai un paquet. Comme par exemple K Magellan, non? Quoi? K, K Magellan, non? En Kotlin? C'est à la mode. J'espère qu'on va pouvoir passer de plus en plus à du Kotlin. Et donc si c'est le cas, probablement qu'on aura, évidemment. Si c'est le cas, ouais, c'est ça, c'est le cas. Tu rajoutes le cas au début, ce sera. C'est bon. Non, mais c'est tout à fait dans les projets. Et plein d'autres choses, plus de transitions. Là, on a le circular reveal qui est implémenté par défaut, mais on peut en imaginer plein d'autres. Voilà, plein de choses encore une fois pour rendre la vie plus facile, tout en gardant la base simple. Mais je vais essayer. Voilà. J'avoue que ça m'a donné envie. Une personne de convaincue. Je vais tester le truc. Très bien. Je suis pas encore complètement convaincu, mais je suis jamais convaincu tout de suite. Moi, il faut toujours que je mette mes mains dedans d'abord. Ben non, mais justement, mon objectif, c'est de convaincre les gens de s'y intéresser, de regarder, pas forcément de tout faire comme ça, Okay. de au moins s'intéresser à ce type d'architecture. Et après, ça te convient pas. Hein. Ça, c'est chacun. Mais je suis un très très grand fan du clean code, donc déjà à la base, rien que voir les démos, etc. Bon, je sais bien que ça reste que des exemples, mais malgré tout, rien que de voir ça, ça donne envie. Alors c'est très sympa. J'ai juste jeté un œil sur Conductor. Je connais autant Conductor que Magellan, pour être tout à fait honnête. J'ai juste regardé le readme.md, hein, donc c'est tout. Mais je dois dire que c'est déjà beaucoup moins sexy, quoi. Donc déjà rien que pour ça, je vais plus m'orienter vers Magellan, par principe. C'est beaucoup plus complexe. Conducteur, je pense qu'ils ont voulu faire trop de choses, ou en tout cas, ils servent, on va dire, un besoin qui est qui est un peu plus compliqué. Donc du coup, le problème, c'est que ça se ressent dans l'implémentation et dans ce qu'il y a, la courbe, comme je disais, d'apprentissage, qui est pour moi une des choses les plus importantes. Oui, tout à fait. Mais comme je dis, je juge absolument pas. Là, je me base uniquement sur le readme.md sur la page GitHub, donc c'est que dalle. Très bon projet. Hein. Conductor, c'est probablement un des meilleurs d'ailleurs. C'est un très bon projet. Mais effectivement, si vous voulez quelque chose de plus simple, il faut plutôt utiliser Magellan. Si vous voulez peut-être plus de contrôle, plus de puissance, je sais pas, plus de features, peut-être que Conductor est mieux adapté. On va commencer par simple. Voilà, Magellan, c'est très bien. Donc voilà, non, je vais clairement essayer, je vais voir un peu ce que ça donne. Déjà sur une application simple, pour voir où on démarre et par où on passe. Je suis pas sûr de pouvoir dire directement là où je travaille, les gars, on va passer à Magellan là tout de suite, ça va pas le faire. Désolé. Hein. Je comprends bien. Alors juste un truc quand même, justement, j'ai quelqu'un qui m'a fait cette remarque-là récemment et je trouve ça très intéressant. J'y avais pas pensé moi-même, pour être honnête. C'est qu'en fait on pourrait utiliser, et d'ailleurs on peut, et j'aurais envie de te dire presque, j'encourage les gens à essayer, utiliser Magellan pour simplement une sous-partie de l'appli. On pourrait imaginer une partie de ton appli où tu as une activité avec un flow justement dont je parlais, où tu as justement ce besoin-là d'avoir un flow qui est assez rapide, qui doit être rapide à implémenter, où tu veux pouvoir passer des paramètres rapidement, où tu t'en fiches un peu que de tous les trucs classiques qu'on implémente dans une activité. Et tu veux juste quelque chose de simple qui marche et qui te permet d'implémenter très vite une dizaine d'écrans à la suite, par exemple. Oui, j'y ai pensé. Pour une sous-partie de ton application, on pourrait imaginer utiliser Magellan. Magellan, en fait, ne force à aucun moment d'avoir, même si c'est basé sur un single activity architecture, ça ne te force pas que ce soit ta seule activité dans ton appli. Il n'y a rien dans Magellan qui te force à avoir une seule activité dans toute l'appli. Et donc, du coup, en fait, ce serait tout à fait adapté pour une sous-partie d'une application. Et ça pourrait même être une façon de commencer à utiliser Magellan dans une appli qui est plus grosse, progressivement, voir ce que ça donne, faire un petit essai comme ça qui ne demande pas de réécrire tout. Mais j'y ai pensé justement parce que je vais travailler sur une feature qui est une espèce de wizard comme ça. Et voilà, ça pourrait marcher. Tout à fait. Je t'encourage à essayer puis me donner tes retours. Ok, ça marche. Sinon, moi j'ai vu un truc, ça ne veut strictement rien dire, mais donc il y a 73 commits sur master, donc ça prouve quand même que 73. Ok, alors je peux pas regarder parce qu'on avait à la base Magellan était dans le même repo, donc je peux pas regarder, mais je peux te garantir qu'on est à beaucoup plus que ça si tu comptes
tous les commits internes avant que j'extrais ça en open source. Et en plus, j'ai extrait en fait la librairie dans un repo interne d'abord pour peaufiner un peu, écrire un peu de doc, voilà, corriger des choses. D'abord en interne, donc il y a eu aussi pas mal de commits là, et puis quand j'ai mis sur GitHub, j'ai tout remis en un commit. Donc le premier commit en fait compte pour peut-être une centaine, peut-être même beaucoup plus. D'accord, voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc. Par contre, un autre truc bizarre, c'est que j'ai mis dans methodcount.com, j'ai mis Wellfront Magellan, et il dit que c'est pas possible de processer la librairie. T'as une idée de... Je sais pas, faut leur demander, j'ai essayé aussi, je ne comprends pas pourquoi. Ok, et du coup, à la grosse louche, t'as combien de méthodes dans Magellan? T'as une idée? À la louche, je crois que j'ai regardé, c'était peut-être une cinquantaine, je sais pas. C'est vraiment léger, hein, Magellan, c'est vraiment très 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 léger. D'ailleurs, le poids de la librairie, c'est quelques dizaines de kilos, je crois. Enfin, c'est très 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 léger et zéro dépendance, encore une fois. Donc ça aussi, ça allège vachement par rapport à des librairies qui vont peut-être dépendre d'autres frameworks ou d'autres librairies. Donc ouais, très très léger. Très très léger. C'est encore une fois un des principes. Et l'avantage aussi, c'est quand on rajoute des features, comme on va beaucoup en fait faire ça par add-on, qui sont par plugin optionnels, on va dire, bah si tu n'as pas besoin de quelque chose et si tu veux garder le cœur uniquement, eh bien tu peux, tout simplement en ne dépendant pas de ces add-ons optionnels. Ok, cool. Bah, je pense qu'on a fait quand même un peu le tour. Et du coup, on va conclure comme on a tendance de le faire, par des petites questions complètement connes mais qu'on adore de poser. Si tu devais citer une fonctionnalité d'Android Studio que tu adores, laquelle ce serait? Hormis Pom Shifta, évidemment. Alors, justement, j'aurais dû préparer mes réponses. Vu que vous posez ça à tout le monde, C'est pas du jeu, c'est tricher, on appelle vous ça. allez avoir mon résultat, enfin ma réaction à chaud. Je crois que c'est. Alors, je ne sais jamais, je crois que j'ai dans les doigts à chaque fois, je crois que c'est Alt l'autofix en fait. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et en fait, bon, je triche un peu, j'ai le droit d'en citer plus qu'une ou pas. Oui, parce que Altenter, c'est un peu triché aussi. Voilà. Non, mais en gros, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que avec seulement peu de raccourcis, en fait, on peut déployer quasiment toutes les fonctionnalités de refactoring, etc. Toutes les fonctionnalités avancées, en fait, de Android Studio. Parce qu'en fait, il propose un menu. Donc, il y a le refactor this, il y a le fix this et il y a le create new. Notamment, c'est les trois que j'utilise tout le temps. Qui permettent avec juste ces trucs-là, tu peux créer des getters, des setters, un constructeur, extraire un champ, renommer un champ, etc., etc., etc. Faire un autofix, tout ça très très rapidement. Et moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc en retenant très peu de... Ça. En fait, ma méta-feature préférée, c'est qu'en retenant très peu de raccourcis clavier, tu peux faire énormément de choses grâce à cette espèce de petit menu où en fait, juste très très vite, tu changes de la fonction avec les flèches au droit et puis boum, tu sélectionnes, entrée et c'est parti. Alors, tu vois, moi je suis comme toi, hein, je retiens rien du tout. Et du coup, le truc à utiliser, c'est Key Promoter. Hein. Donc, comme ça, quand je clique, il me fait bien chier, il m'affiche le raccourci clavier. Et donc, comme je veux plus voir ce truc qui me bloque la vue, je finis par me forcer à faire le raccourci clavier. Et donc, je les connais pas par cœur, je sais juste la position de mes doigts sur le clavier, mais ça marche. Donc, Key Promoter, je pense que c'est la solution pour les poissons rouges. Je crois qu'on l'a dit dans 64 épisodes. 74. Ouais, minimum. Minimum. On n'arrête pas de faire la promotion de Key Promoter, ça c'est comique. On devrait se faire payer. Hein. Vous devriez. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir si je devais choisir une feature, c'est le refactor this que je préfère. Qui permet de refactorer, par exemple, extraire par exemple automatiquement une variable en champ ou des choses comme ça. Enfin, attention que moi je me suis fait mordre par ce truc là récemment parce qu'en fait j'ai refactoré une classe et il y avait un champ qui s'appelait parent et je l'ai renommé
Et en fait, ce con a été changé le nom de l'attribut parent dans les styles.xml. Et le pire, c'est que l'int m'a même pas dit que c'était pas bon. Donc j'ai voulu lancer, et puis du coup il m'a craché au onCreate en disant cette classe doit étendre le thème AppCompat, etc. Et je dis mais c'est pas... Et ça étend quoi. Et il m'a fallu, je pense, bien 15 minutes, parce que forcément je fais jamais attention à parent égal. Donc il a été renommé un truc trop vite en fait. C'est bizarre parce que normalement il est supposé justement savoir, c'est tout l'intérêt d'un IDE, enfin il y a toujours ce débat entre programmeurs, certains qui utilisent Vim ou je ne sais quoi et d'autres qui utilisent des IDE. Pour moi, le débat est inexistant. Je ne comprends même pas comment on peut se passer d'un IDE. Et la raison, c'est parce que l'IDE comprend le langage et en fait, il va avoir sa propre représentation de l'abstract syntax tree, enfin de l'arbre de la syntaxe du langage. Et du coup, permettre justement d'éviter ce genre de problème normalement. C'est-à-dire qu'un renommage. En fait, en général, ce truc-là arrive quand, par exemple, tu vas renommer un champ. Et puis il va dire ah en fait j'ai vu que ce champ-là est aussi l'argument du constructeur et puis du coup en fait il essaye d'agrandir le scope et parfois du coup il est un petit peu trop zélé et il décide de changer les trucs et c'est là que voilà mais parfois il t'en propose 50 et tu dis ouais c'est bon et puis après là tu vois plein de fichiers guides qui sont bleus, tu te dis tiens c'est pas censé être bleu ces fichiers-là et là tu donc le problème c'est le truc qui se trouve entre le clavier et la chaise en fait. Ouais exact. C'est ça. Ok. Moi, je tiens à dire qu'on a quand même posé cette question-là à plein de gens et il y a personne qui nous a jamais dit oh putain non Android Studio c'est vraiment trop de la merde, je regrette Eclipse. Jamais entendu. Je crois que je l'ai tweeté. J'ai dit que cette équipe était formidable et c'est pas que parce qu'il y a des Français dedans. Là ils font un boulot je trouve extraordinaire. Enfin chapeau quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Impressionnant. Alors, il y a une autre question. Quelle serait, outre Magellan, une bibliothèque dont tu ne pourrais plus te passer? Oh, alors ça c'est très 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 facile comme question. Je crois que je connais la réponse, vas-y dis. Vas-y, ça m'intéresse que tu me le dises. J'hésite entre RX et Retrofit. Voilà, parfait. C'est évidemment Retrofit. RX, j'aurais du mal maintenant à m'en passer aussi, mais honnêtement, je pourrais me passer de RX que je ne pourrais pas me passer de Retrofit. Parce que réécrire à la main une implémentation d'un client REST, je ne pourrais pas le faire. Ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, c'est que nous, on est allé plus loin en fait, là où je bosse, donc chez Wallfront. On utilise Swagger, je ne sais pas si vous connaissez Swagger. Swagger, c'est une boîte qui fait justement qui se spécialise dans les connexions comme ça en HTTP REST entre client et serveur ou entre serveur à serveur d'ailleurs pour les systèmes en microservices. Et en fait, il est capable de générer à partir d'un schéma JSON, il est capable de générer tout le modèle, donc tout votre data model avec tous vos POJO Java, et de vous générer aussi l'interface compatible Retrofit. Imaginez un peu le truc, hein, Retrofit, c'est en gros, il y a quand même juste une interface avec des annotations à implémenter, donc c'est quand même déjà pas grand chose, mais là en fait, on a été plus loin, il n'y a même pas besoin de faire cette étape. Donc moi, quand je dois accéder à un nouveau endpoint, une nouvelle feature de notre API, tout ce que j'ai à faire, c'est changer ma dependency Gradle pour la nouvelle version. Et là, j'ai immédiatement le Retrofit compatible RX qui est implémenté pour moi. Il n'y a rien à faire. J'ai 0 ligne de code à écrire pour accéder à une nouvelle feature. C'est absolument extraordinaire. Un bon programmeur est un programmeur fainéant. Exactement. Voilà. Exactement. Case and point. Non, mais pour être honnête, à une époque, j'ai dû faire en fait moi-même une sorte de SDK client pour un truc en haut data avec des trucs, enfin c'était la merde. Et donc j'ai quand même de l'expérience là-dedans et ça doit pas faire si longtemps que ça que j'ai pas touché à ça, peut-être 1 an ou 2. Et à l'heure actuelle, j'utilise tellement Retrofit que je serais incapable, je pense à l'heure actuelle, de refaire un truc client qui se connecte à un serveur, quoi. Retrofit, c'est tellement parfait, tellement simple que ouais, c'est obligatoire parce que maintenant, si je devais le refaire moi-même, je ferais tellement de conneries, à mon avis, dans le code que il vaut mieux pas.
C'est très marrant, tu vois, parce que j'ai implémenté ce genre de choses, moi, évidemment moi aussi, mais en plus de façon générique. Et donc, pour la petite histoire, je vous parlais tout à l'heure de l'iBox, donc la startup dans laquelle j'étais à Londres, et du fait qu'on a open sourcé une partie du code, puisque on a été racheté par Facebook, mais comme acquisition de talent, pas pour la techno. Et ben, si vous regardez mon GitHub, vous verrez qu'il y a un projet qui s'appelle l'iBox Web Services, qui est en fait une implémentation qui permet justement relativement facilement d'implémenter une API REST. La différence avec Retrofit, c'est que je n'étais pas aussi talentueux que ceux qui ont créé Retrofit. Donc à la place, moi j'avais une petite configuration en JSON. Donc il fallait créer un petit bout de JSON pour pouvoir se connecter à un nouveau web service. Mais c'était quand même, là, ça supportait quand même plein de trucs comme ça. Ok. Bah, du coup, je pense qu'on est en train de tirer sur la corde. Je te pose vite ta dernière question parce que je sais que tu es de mon côté. Le thème blanc ou noir? Ah, alors là, moi je suis blanc. Je le savais. Oui, on en a déjà parlé, ouais. Je sais que beaucoup de programmeurs sont très dédiés au thème noir. Moi, je sais pas comment ils font. Je sais pas, je trouve ça triste. C'est du racisme. Je suis un mec en fait qui a été élevé, vous savez, dans les bouquins et je sais pas, le côté l'encre noire sur le papier blanc, quoi. C'est vraiment pour moi. Voilà. Mais ça fait mal aux yeux. Aïe. Non, ça fait pas mal aux yeux. Tu peux utiliser quelque chose comme Flux, c'est Flux ça s'appelle. Il y a des choses qui te permettent de teinter ton écran de façon. Ouais, mais alors ton écran il vient tout dégueulasse, tout orange. Non, ça c'est pire quoi. Tes yeux s'habituent en fait. Tes yeux s'habituent. C'est toi qui le dis. Moi j'ai ça sur mon téléphone, il y a plein de fois je le remarque même pas, et quand je sors mon téléphone, les gens ils me disent ah qu'est-ce qu'il a ton écran, et je fais il a rien mon écran, il est cassé. et puis après ils font, et puis je me rends compte qu'il y a ce truc là et je le retire, et là je vois effectivement qu'il y avait ce truc, et d'ailleurs maintenant c'est intégré par défaut dans... Autre promotion pas payée, je suppose que tu parles de Twilight. Non, c'est le truc du Pixel. Ouais, effectivement, le truc du Pixel, si tu veux aller encore plus loin, il y a une appli où ceux qui n'ont pas de Pixel, tu peux utiliser une appli qui s'appelle Twilight. Pareil, j'ai pas d'affiliation avec eux, mais je trouve ça vraiment génial, et ils font en fait ça pour ton téléphone Android, quelle que soit la version, je crois. Ou en tout cas, même si tu n'as pas de Pixel, tu peux. Mais c'est cool. En tout cas, Fabien, un très 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 grand merci d'avoir participé à notre podcast. Je sais pas si tu as vu notre superbe performance à Android Maker, mais si tu l'as vu et que tu es quand même venu, bah ça en dit long. Donc merci. J'en ai vu une partie, c'était intéressant. Il est gentil. Il se mouille pas. Il est gentil. Mais bon, voilà, effectivement, si t'es venu, faut te faire suivre. Et oui, un tout grand merci, et tu es officiellement un poireau. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et d'ailleurs, en parlant de te faire suivre, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les internets s'ils veulent? C'est facile. J'ai un point principal, c'est Twitter. Donc, c'est tout simplement @Fabien_DeVos. Je suis sûr que vous mettrez le lien quelque part. Mais voilà, ou simplement, si vous cherchez Fabien DeVos sur Google, vous allez me trouver très très vite. Super, cool. Et je tiens à saluer la performance, la transition de Yannick était magnifique. Merci. Je suis plein de transitions aujourd'hui, sauf des circulaires. Voilà. Et donc Yannick, si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors moi c'est @Theyane THEYANN sur Twitter, où je dis rien de très intéressant, mais il y a plein de gens qui me suivent quand même, alors ça veut dire que ça doit être cool. C'est tout ce que j'ai à dire. Et toi Benjamin, où est-ce que les gens peuvent te suivre, dis-moi? Bah donc pareil sur Twitter, @XZAN. Alors sinon le podcast vous pouvez le retrouver aussi sur Twitter, @Android_leaks, sur internet, parce qu'on a aussi un site, ça s'appelle androidleakspodcast.com, et maintenant c'est nouveau, alors ça c'est suite à une demande de plusieurs personnes qui nous ont demandé, tiens vous avez pas un compte YouTube? On a répondu, on n'a pas d'image. Alors on n'avait pas pensé, et puis il y a des gens qui ont dit ouais mais ce serait cool quand même, donc on s'est un petit peu amusé avec un script FFmpeg, et donc maintenant on a un compte YouTube, mais il faut avoir 100 subscribers pour pouvoir avoir un lien qui va bien. Donc pour le moment l'adresse du truc c'est youtube.com/plein de lettres bizarres avec des chiffres et des trucs je sais pas. Donc on mettra le lien quelque part dans les show notes. Mais on a un compte YouTube avec des vidéos qui n'en sont pas vraiment, mais ça bouge.
Voilà. Et du coup, si vous voulez qu'on ait un beau lien, subscribez sur YouTube, comme ça, du coup, on pourra changer le lien. On compte sur vous. Je trouve C'est que ça. c'est une très bonne idée au passage. Si vous avez YouTube Red, pour les gens qui utilisent YouTube Red, tu peux avoir en fait le vidéo YouTube en background sur ton téléphone Android. Et donc du coup, pour écouter un podcast, c'est génial en fait. Ah, c'est chouette. Mais tu vois, on a un truc fantastique en Europe, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des trucs cool. Donc ça, on n'a pas. C'est un problème. Oui, comme le Google Home, on n'a pas. Comme le Pixel, c'est difficile. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ça va arriver bientôt. Ce qui est chouette, c'est quand j'étais allé aux US pour Google I.O., j'ai eu le droit à YouTube Red la semaine où j'y étais, et quand je suis revenu en Europe, hop, fini. Merci les gars. Oui, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, on a fait tout nos petits trucs. Donc encore une fois, Fabien, merci beaucoup. C'était une discussion très très intéressante. Je vais vraiment essayer Magellan. Je ferai ma petite PR parce que j'ai un toc et il n'y a rien à faire, je ne saurais pas faire autrement. Et Il a sur apporté ces sa bonnes- paire à l'édifice. C'est ça, je mettrai ma PR à l'édifice. Très très bien. Sur ces bonnes paroles, je crois qu'il n'y a plus qu'à dire au revoir. Au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir et à bientôt.